Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 25 février. La tension est à son comble entre l'Iran et les États-Unis à la veille de pourparlers jugés cruciaux à Genève sous médiation omanaise, portant notamment sur le nucléaire iranien. Donald Trump dit préférer la diplomatie à la confrontation entre Washington et Téhéran, accusant l'Iran de développer des missiles capables de frapper les États-Unis, accusation rejetée par Téhéran. Poursuite de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, au moins un Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres blessés lors d'une frappe à Khan Younes au sud. Et puis visite officielle du chancelier allemand Friedrich Merz en Chine. Berlin et Pékin réaffirment leur volonté de développer des relations stratégiques plus étroites. Bonsoir à tous. Exercice militaire, déploiement d'arsenal de guerre, menaces verbales. La tension est à son comble entre l'Iran et les États-Unis à la veille de pourparlers jugés cruciaux à Genève sous médiation omanaise, portant notamment sur le nucléaire iranien. Le point avec Safwan Ben Sabri. Des révélations relayées par la presse américaine font état de dissensions au sein de l'armée quant à une intervention militaire des États-Unis en Iran, ce qui vient accentuer davantage les spéculations et l'incertitude autour de la question. Le président américain a affirmé que la décision finale lui reviendrait et a démenti un éventuel désaccord avec son chef d'état-major. Cependant, au sein de l'armée américaine, des courants seraient opposés à l'aventurisme militaire de Donald Trump. Selon différents médias américains, le plus haut responsable militaire du pays a informé les autorités politiques des risques et conséquences que pourraient entraîner des frappes contre la République islamique. Depuis des semaines, l'incertitude et l'imprévisibilité sont de mise. Les négociations entre Américains et Iraniens ne mènent pas à un accord tant les conditions de chaque partie divergent. L'arsenal balistique iranien et le soutien aux groupes régionaux affiliés à l'Iran sont non négociables pour Téhéran, alors que Washington veut mettre fin aux deux. Côté iranien, l'heure est à la fermeté et à la préparation. Toutes les unités avec leurs capacités variées missiles, artillerie, drones, forces spéciales et blindés ont conçu des mesures très efficaces. Ces plans ont été élaborés en fonction des menaces existantes. Demain aura lieu la prochaine série de négociations. Malgré les tensions, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique a déclaré qu'un accord était à portée de main si la diplomatie était privilégiée. À la veille des pourparlers à Genève, le président américain Donald Trump a affirmé lors de son discours sur l'état de l'Union qu'il préfère trouver une solution par la diplomatie à la confrontation entre Washington et l'Iran. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. They've already developed missiles that can threaten Europe. Ils ont déjà développé des missiles capables de menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Et ils travaillent à la construction de missiles qui atteindront bientôt les États-Unis d'Amérique. Après la mission Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier les armes nucléaires. Et pourtant, ils persistent. Ils recommencent tout à zéro. Nous l'avions anéanti et ils veulent tout recommencer. Et en ce moment même, ils poursuivent à nouveau leur ambition maléfique. Nous sommes en négociation avec eux et ils veulent conclure un accord, mais nous n'avons pas encore entendu de leur part ces mots secrets. Nous ne posséderons jamais d'armes nucléaires. Je préfère résoudre ce problème par la diplomatie. Et l'Iran a rejeté ce mercredi ce qu'il a qualifié de gros mensonge américain après que Donald Trump l'a accusé de développer des missiles capables de frapper les États-Unis et de poursuivre, je cite, ses sinistres ambitions nucléaires. Avant les nouveaux pourparlers entre les deux pays, Téhéran a estimé qu'un accord était à portée de main.
Et pour évoquer ce dossier, nous avons en direct avec nous Akram Khreyev, directeur du site MENA Défense. Akram, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Akram Khreyev, on l'a évoqué au début de ce journal, les États-Unis, tout comme l'Iran, ont sorti l'artillerie lourde. Aucun n'en a encore fait usage. Or, cela risque-t-il de se produire ? Oui, le risque est très très fort, même si pour le moment on voit qu'il y a quand même beaucoup de retenue des deux côtés. Paradoxalement, c'est le type de guerre où c'est le premier qui agit, qui a le plus de chances de gagner. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de prudence du côté américain, malgré la quantité amassée de matériel, d'équipement et d'hommes dans la région, parfois assez loin de la région, justement pour se mettre à l'abri, mais aussi du côté iranien, où on voit que l'Iran est en train de multiplier les exercices militaires. On a vu qu'il y a eu un avis d'exercice pour la mer Caspienne aujourd'hui, donc le nord. On a eu toute une série d'exercices maritimes au niveau du détroit d'Ormuz pendant pratiquement toute la semaine dernière. Donc les Iraniens se préparent, les Américains aussi, et malheureusement, ça a tout l'air de se diriger vers un conflit ouvert. Akram Khreyev, quel est le réel objectif de toutes ces démonstrations de force, alors que les deux parties affirment pour l'heure privilégier la diplomatie ? Justement, en fait, l'objectif de ces démonstrations de force est de tordre un petit peu la main de l'adversaire lors de ces rencontres diplomatiques, notamment celle de Genève, et influencer le cours de ces négociations. On voit que les États-Unis, par exemple, demandent à ce que l'Iran se débarrasse totalement de son programme nucléaire, qu'elle réduise ce qu'on appelle sa triade missiles balistiques, enrichissement nucléaire et proxy, donc les pays ou les organisations qui collaborent avec l'Iran à l'étranger. L'Iran considère qu'il s'agit là de souveraineté nationale, que rien dans le TNP, donc le traité de non-prolifération nucléaire, rien n'interdit l'enrichissement d'uranium. Elle considère aussi qu'il n'y a aucune violation dans le fait de fabriquer ses propres armes et que ses relations avec ce qui est appelé proxy est une relation normale pour un État comme le sont les relations des États-Unis ou de l'Union européenne, selon Téhéran, avec des mouvements d'opposition dans de nombreux pays dans le monde, y compris en Iran. Akram Khreyev, tout cela a lieu alors que les États-Unis et l'Iran doivent entamer demain, nous l'avons dit, à Genève, des pourparlers, notamment sur le nucléaire iranien que vous venez d'évoquer. En ce qui concerne l'enrichissement d'uranium, les dernières discussions n'ont pas pu aboutir à des avancées majeures. Peut-on espérer le contraire cette fois-ci ? Je ne pense pas, parce que les Iraniens tiennent réellement à ne pas revenir au JCPOA, donc à l'ancien accord avec les États-Unis. Eux considèrent qu'il leur était déjà à l'époque défavorable et que les États-Unis avaient tout de suite trouvé des subterfuges pour sortir de cet accord et pour le contourner. Donc eux voudraient une sorte d'accord global garantissant une poursuite du programme nucléaire civil iranien en toute liberté et sans surveillance, parce que Téhéran considère que l'AIEA travaille directement pour les États-Unis et notamment aussi pour l'entité sioniste. Donc, ils ne veulent pas avoir affaire avec l'AIEA, ils veulent poursuivre leur enrichissement et leur programme civil, et sont prêts, selon ce que disent les autorités iraniennes, sont prêts à s'engager à ce qu'il n'y ait pas de production d'armes nucléaires. Mais là, les États-Unis
demande à ce qu'il y ait justement des garanties à ce que l'Iran ne franchisse pas le pas et ne produise pas d'armes nucléaires. Donc on est dans un système où les deux ne se font pas confiance et les deux aussi demandent à l'autre de croire sur parole ce qui a été fait. C'est très dur pour Téhéran. Oui. Téhéran, on me rappelle, lors de la guerre des 12 jours, a subi une attaque en pleine négociation. Oui. Elle a aussi subi une sortie du JCPOA du côté états-unien. Les États-Unis, elles, considèrent que l'Iran n'est pas un partenaire fiable car n'entrant pas dans le cadrage diplomatique, cadrage démocratique, je dirais, de ce pays. Akram Khaïef, dernière question, très brièvement, je vous prie. La médiation omanaise a-t-elle une chance d'asseoir une entente entre les deux parties aujourd'hui ? Non, je pense que Oman joue le rôle de médiateur pour vraiment faciliter la discussion, mais non pas d'influence sur les deux pays, ni sur l'Iran, ni sur les États-Unis. Je pense qu'il y aura probablement un accord entre les deux pays, mais il se fera de manière directe. Très bien, Akram Khaïef, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur du site MENA Défense. Merci, au revoir. Dans l'actualité également, un avion de chasse F-16 de l'armée turque s'est écrasé ce matin dans l'ouest de la Turquie, tuant 100 pilotes. L'armée turque avait déjà été endeuillée en novembre avec le crash d'un avion cargo militaire, un C-130 en Géorgie, en provenance d'Azerbaïdjan, tuant les 20 militaires à son bord. Je vous en parlais en titre, poursuite de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 9 martyrs ainsi que 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, 72 082 Palestiniens sont tombés en martyrs et 171 761 ont été blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et un Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres ont été blessés hier soir après que des avions des forces de l'entité sioniste ont ciblé un groupe de Palestiniens dans la région de Ard al-Zaytoun, à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Au volet humanitaire, à présent, le Croissant Rouge palestinien a annoncé le lancement d'une opération de grande envergure visant à acheminer des fournitures médicales essentielles à la bande de Gaza, alors que le secteur de la santé y est confronté à une grave pénurie persistante. Le Croissant Rouge palestinien a pu mener à bien les opérations logistiques liées au transport de fournitures médicales vers les centres hôpitaux, cliniques et points de soins relevant de sa compétence à Gaza. Cette action intervient alors que l'on constate une pénurie totale de fournitures médicales diverses, notamment de médicaments et de solutions buvables, en particulier celles nécessaires aux services de santé dont toute la population palestinienne de Gaza a actuellement besoin. En 2 jours, plus de 190 palettes de médicaments ont été chargées, soit plus de 3 millions d'unités. Cette opération fait suite à une coordination de plus de 3 mois avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de permettre l'acheminement de ces médicaments par le point de passage de la Cisjordanie directement à Gaza. Les aides humanitaires sont devenues indispensables donc pour de nombreux Palestiniens, notamment en ce mois de Ramadan. Pour rompre le jeûne, Ahmed Abou Naji et sa famille se réunissent pour rompre le jeûne sur les décombres de leur maison détruite dans le quartier de Sheikh Radwan à Gaza. Ils préparent le menu de l'iftar grâce aux dons des agences humanitaires. Naila et Hamouda. À Sheikh Radwan, on ne cuisine plus avec du gaz, mais avec les souvenirs d'une vie passée. Pour Ahmed, chaque iftar est un combat contre l'oubli. Ici,
Au sommet de ce qui fut un immeuble de 5 étages, la survie a le goût amer de la fumée de carton. L'occupation sioniste n'a pas seulement brisé les murs, elle a pulvérisé l'intimité. La famille Abou Nedji vit désormais à ciel ouvert, exposée au regard du monde, mais terriblement seule. Grâce à Dieu, notre vie semblait normale, mais maintenant, après la destruction par l'occupation, nous dormons à même le sol et à la belle étoile. Nous cuisinons sur le feu, au milieu des décombres. La situation est vraiment très difficile. Le Ramadan, le mois de la pitié et du partage, est devenu celui de la mendicité forcée. La nappe brodée a été remplacée par la poussière de béton. La dignité d'un père se mesure désormais à sa capacité de ramener un bol de soupe d'une cuisine communautaire. Notre table regorgeait de mets délicieux. Aujourd'hui, nous survivons grâce à la soupe populaire et à la générosité des gens de bonne volonté. Le moment de l'iftar se transforme en une brève réunion de famille, une sorte de sursis avant que chacun ne retourne à sa solitude sous une tente de fortune. La famille est dispersée. Avant, nous passions le Ramadan ensemble, mais maintenant, on ne voit son frère que tous les 10 ou 15 jours. Ahmed ne demande pas la charité, il demande justice. Il demande le droit de ne plus rompre le jeûne sur les fondations nues de son foyer dévasté. Pendant que le monde regarde ailleurs, à Gaza, on attend toujours que les pierres se relèvent. L'UNRWA a souligné qu'apporter un soutien aux travailleurs humanitaires et protéger les installations et infrastructures humanitaires était essentiel pour la continuité des services vitaux, notamment les soins de santé primaire, les services éducatifs, les secours d'urgence et l'aide alimentaire aux familles les plus vulnérables. Dans l'actualité aussi, le pape Léon XIV doit effectuer durant le mois d'avril prochain une tournée dans 4 pays d'Afrique, dont l'Algérie. Selon le Vatican, ce déplacement, le 3e du pape à l'étranger depuis son élection en mai 2025, devrait constituer aussi la première visite d'un pape en Algérie. En décembre, le pape avait confié vouloir se rendre en Algérie pour visiter les lieux de vie de Saint Augustin, grand penseur de la chrétienté, originaire de la ville de Soukharas et qui a été l'évêque de la ville de Annaba, dans le nord-est de l'Algérie. Pour rappel, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait été reçu par le pape Léon XIV le 24 juillet dernier au Vatican. Et l'Algérie a salué aujourd'hui l'annonce de la visite officielle du pape Léon XIV en Algérie à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette visite permettra de consolider les liens d'amitié, d'entente et de coopération entre l'Algérie et l'État du Vatican et ouvrira sans aucun doute de nouveaux horizons de coopération. Et à noter également qu'une réunion a eu lieu aujourd'hui. Et donc, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion consacrée au suivi et à l'évaluation du travail effectué par la commission chargée de préparer la visite du pape, donc Léon XIV. Dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité a condamné la poursuite des attaques des forces de soutien rapide et la déstabilisation de la région du Kordofan, dénonçant les violations et les exactions commises contre les civils, notamment les arrestations arbitraires et les violences sexuelles liées au conflit. Le Conseil de sécurité a aussi annoncé des sanctions contre 4 commandants des forces de soutien rapide soudanais pour des atrocités commises lors de la prise de contrôle en octobre de la ville d'El-Fasher au Darfour.
L'ONU a révélé que 6,5 millions de personnes en Somalie devraient faire face à une crise de la faim ou pire d'ici mars prochain. Le rapport du cadre intégré de classification de sécurité alimentaire de l'ONU a confirmé une augmentation de 1,7 million de personnes depuis le mois de janvier dernier, incluant 2 millions de personnes souffrant d'une insécurité alimentaire aiguë d'urgence. Lors de son discours de politique générale devant le Congrès, le président américain Donald Trump a évoqué de nombreux dossiers, dont le conflit russo-ukrainien, entré hier dans sa 5e année. Trump a notamment promis d'y mettre fin. Nous travaillons sans relâche pour mettre fin à la 9e guerre, ce massacre entre la Russie et l'Ukraine, où 25 000 soldats meurent chaque mois. Imaginez 25 000 soldats qui meurent chaque mois, une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Elle n'aurait jamais eu lieu. En tant que président, je ferai la paix partout où cela sera possible, mais je n'hésiterai jamais à affronter les menaces qui pèsent sur l'Amérique où que ce soit nécessaire. Et 4 ans jour pour jour après le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté hier une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre Moscou et Kiev. Soutenu par une majorité d'États membres, le texte confirme toutefois un glissement diplomatique notable au sein même de l'Alliance transatlantique. Je vous le disais en titre, le président chinois Xi Jinping a reçu ce mercredi à Pékin le chancelier allemand Friedrich Merz en visite officielle en Chine afin de renforcer les liens avec le premier partenaire commercial de son pays. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de développer des relations stratégiques plus étroites. Merz qualifiant ce voyage de formidable opportunité pour renforcer les liens économiques. Xi a quant à lui déclaré à Merz qu'il espérait de nouvelles avancées. Il y a 10 ans, j'ai déclaré à plusieurs reprises que le monde connaissait une transformation majeure sans précédent depuis un siècle. Récemment, vous avez également affirmé que nous vivions un tournant historique. Plus le monde devait turbulent et indépendant, plus que la Chine et l'Allemagne doivent renforcer leur communication stratégique et accroître leur confiance mutuelle stratégique. Allez, parlons sport à présent. Retour sur les principales affiches de la Ligue des champions de l'UEFA avec des Italiens en déclin. Tout cela avec Faisal Salah. Les matchs retour des barrages de la phase à élimination directe de l'UEFA Champions League confirment l'effondrement du football italien sur la scène européenne. Les clubs reflètent bien l'image de la squadra azzurra qui risque de manquer le premier mondial à 48 équipes. Les clubs de Serie A n'ont plus le profil des grands favoris ou des géants. C'est la désillusion totale. L'arbre qui a caché la forêt la saison dernière est tombé à Giuseppe Meazza. Le bûcheron était norvégien. Finaliste de la dernière édition et leader de la Serie A, l'Inter Milan a été écrasé par Bodo Glimt à l'aller comme au retour. Les coéquipiers de Di Marco n'ont pas marqué les esprits par leur jeu, mais surtout par leur incapacité face au petit poussé norvégien. Défaite 2-1 à Milan au match retour mardi pour un cumul de 5-2. L'Inter est éliminé de la compétition. La Norvège est à l'honneur en 8e de finale. 3 autres clubs ont validé leur billet pour les 8e de finale mardi. L'Atlético de Madrid de Sorloth, le Bayer Leverkusen de Mazza et Newcastle United de Sandro Tonali. Pour ce mercredi, 4 affiches sont au programme. Le deuxième club italien encore en lice, la Juventus est dans une situation critique. À Turin, les coéquipiers de Yildiz ont besoin d'un miracle afin de sauver la face et renverser Galatasaray, vainqueur 5-2 à l'aller. Le match se jouera à 21h. Au même moment, le Paris Saint-Germain essaiera de conserver son avantage du match aller face à l'AS Monaco au Parc. Le duel entre le Real Madrid et le Benfica se poursuit au Bernabéu. Le match aller s'est terminé en faveur des Espagnols en but à 0, but signé Vinicius Junior.
Enfin, le Borussia Dortmund de Rami Ben Sebaini jouera son match retour à l'extérieur face au club italien l'Atalanta à 18h45. Le match aller s'est soldé sur le score de 2-0 en faveur des Allemands. Y aura-t-il des surprises? L'un des deux clubs italiens en lice créera-t-il la surprise? Nous le saurons ce soir. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.